Je vais démarrer cette ANF avec une conférence qui porte sur une étape préalable, cruciale, avant de procéder à une analyse de contenu textuel. Et c'est celle de la constitution de corpus. Merci Camille. En effet, la collecte et la mise en forme des données peuvent représenter un temps assez conséquent d'un projet de fouille de texte. Et notamment, elle peut représenter jusqu'à 1/3 du temps avant de démarrer le projet réel de fouille de texte. Et donc, ouais, peut-être que je vais rapprocher comme ça. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui. Ok. Voilà. Alors, dans cette conférence, on va voir qu'on peut gagner un temps précieux pour cette étape de constitution de corpus, grâce notamment au réservoir ISTEX, qui met à disposition des ressources qui sont déjà pré-traitées et enrichies, et qui nous affranchit ainsi de nombreux pré-traitements qui sont réalisés bien en amont. Et de plus, on verra également que la manière de constituer son corpus peut encore minimiser les pré-traitements à réaliser avant de se lancer dans un projet de fouille de texte. Donc cette intervention va se faire à 2 voix. Donc moi, je suis Sabine Barraud, je suis responsable de la gestion de la plateforme ISTEX et de son évolution et de la valorisation de ses ressources et de ses services. Et ma collègue Camille de Salabert prendra la suite. Ah, du coup, alors je vais la présenter parce qu'elle est loin du micro, donc qui est chargée de la valorisation des ressources et des services associés à ISTEX, et qui est spécialisée plus particulièrement dans la constitution de corpus. Donc au programme de cette conférence, on va avoir deux temps. Dans un premier temps, je vais présenter brièvement la plateforme ISTEX, et on va voir comment construire ensemble une requête à partir d'un cas d'usage à l'aide du démonstrateur. Et dans un second temps, ma collègue Camille de Salabert vous montrera comment utiliser les services associés à ISTEX, c'est-à-dire ISTEX-DL et LODEX, pour affiner et valoriser ce corpus à travers une boucle itérative. Et nous terminerons par des exemples de corpus qui sont réalisés à l'INIST et qui sont disponibles sur le site data.istex. Alors, ISTEX, c'est une initiative d'excellence en information scientifique et technique qui vise à construire le socle de la bibliothèque scientifique numérique nationale. ISTEX est issu d'un plan d'investissement d'avenir qui a été financé par l'ANR et qui a réuni plusieurs partenaires, c'est-à-dire le CNRS, l'ABES, Couperin, l'Université de Lorraine et la conférence des présidents d'université. Et depuis 2019, ISTEX n'est plus un projet, mais c'est un service pour la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et petite nouveauté, depuis octobre 2021, ISTEX est inscrit dans la feuille de route nationale des infrastructures de recherche du ministère. Alors très rapidement, ISTEX, c'est une archive constituée par l'achat massif de publications auprès des éditeurs scientifiques dans le cadre des licences nationales. Elle est constituée par des collections rétrospectives de la littérature scientifique dans de nombreuses langues et dans toutes les disciplines. Et l'objectif, c'est de permettre à la communauté de consulter et d'exploiter son contenu librement à travers une plateforme qui est hébergée à l'INIST. Et ISTEX est accessible en fait à toute personne de l'ESR à partir du moment où son établissement adhère au dispositif. Donc actuellement, il y a 357 établissements ayant droit. Donc quelques chiffres concernant le contenu d'ISTEX. Donc ISTEX contient plus de 23 millions de documents qui proviennent de 30 collections d'éditeurs, 9318 revues et 348 636 monographies. Et parmi ces 30 collections d'éditeurs, on retrouve les principaux éditeurs scientifiques tels que Elsevier, Wiley, Springer, des éditeurs que vous connaissez sans doute. Et puis on a quelques éditeurs en sciences humaines et sociales, mais qui représentent malheureusement encore une partie assez infime du fonds.
Et parmi les 9000 revues présentes dans ISTEX, ce schéma vous montre le top 20 en fait des revues les plus importantes en nombre de documents. Et vous pouvez peut-être voir, je ne sais pas si c'est un peu petit, vous pouvez reconnaître dans cette liste et essentiellement des revues en physique, en chimie et en sciences de la santé. Et tous les domaines scientifiques sont représentés dans ISTEX, mais certains sont plus représentés que d'autres, et notamment, on voit que 55% des documents ISTEX sont classés avec une catégorie Scopus, qui est relative aux sciences physiques ou de la santé. ISTEX, c'est également 700 ans de publication qui s'étalent du XVe siècle au XXIe siècle. Alors, on a 95% des documents entre 1900 et aujourd'hui, 88% publiés depuis 1950 et 54% des documents sur les 30 dernières années. Et donc, les 5 petits pourcents restants sont publiés avant 1900. Je disais tout à l'heure, ISTEX contient des documents dans plusieurs langues, donc en l'occurrence dans 52 langues, donc avec une forte représentation de l'anglais, qui est majoritaire à près de 90%, et les autres langues, en plus du français et de l'allemand, en fait, sont représentées dans les 0,3% restants du fond. Et là, vous voyez sur ce schéma qu'il y a un petit pourcentage de 4%, en fait, qui représente quand même 1 million de documents, dont la langue n'est pas déterminée, en fait, parce que l'éditeur n'a pas fourni cette information, donc on ne peut pas l'exploiter. Alors, à quoi sert ISTEX ? ISTEX a la particularité unique de s'adresser à 2 types d'usages. Donc l'un, un usage classique, l'usage documentaire, qui permet la consultation, la lecture, la citation d'articles ou de documents présents dans l'archive, et un autre usage plus avancé en fouille de texte, ou Text and Data Mining, ou TDM pour aller plus vite, comme vous l'entendrez plus facilement au cours de ces 2 jours, pour permettre l'exploitation et le traitement d'un lot de documents par des outils spécialisés. Alors, ISTEX, c'est une plateforme technique donc, qui agrège des documents qui proviennent de différentes sources, qui ont été achetées auprès des éditeurs, donc, comme je le disais, dans le cadre des licences nationales, et elle applique des traitements sur ces données avant de les mettre à disposition de la communauté par différents moyens. Donc déjà, pour l'usage documentaire, par une intégration dans les portails documentaires ou les ENT des établissements, ou dans les moteurs de recherche comme Google Scholar. Et pour l'usage fouille de texte, ISTEX permet un accès à ces données afin de pouvoir les utiliser dans des outils spécialisés, comme ceux que vous aurez l'occasion de voir plus en détail au cours de ces 2 jours. Un petit focus sur la chaîne de traitement qui est apportée à ces documents. Donc, à la réception des données éditeurs, on réalise une analyse quantitative et qualitative des métadonnées, et on fait une cartographie des fichiers reçus, et ensuite on les valide avant mise en ligne. On procède à une standardisation, ensuite, qui vise la transformation des fichiers dans des formats standards, donc MODS pour les métadonnées et TUI pour le texte intégral, et les enrichissements. Et on fait quelques petites corrections d'erreurs. Et tout ça pour tendre vers une homogénéisation des documents éditeurs. Et on procède ensuite à une indexation via Elasticsearch. Et enfin, les documents subissent un enrichissement à l'aide d'outils de fouille de texte qui sont issus de la recherche et de la R&D pour produire des enrichissements sous forme d'entités nommées, de références bibliographiques structurées, d'indexation et de catégorisation par domaine scientifique. Et l'ensemble de ce processus nous permet de mettre à disposition des textes intégraux à valeur ajoutée téléchargeables massivement. Alors là, je vous ai mis quelques captures pour vous montrer des exemples de données enrichies. Donc là, c'est un premier exemple qui concerne des traitements d'ossérisation pour obtenir des données textuelles de bonne qualité.
Le second exemple porte sur l'ajout de nouvelles métadonnées pour caractériser les textes et ainsi permettre l'interrogation sur la forme des documents à travers un certain nombre d'indicateurs. Les données sont également enrichies par la structuration des PDF afin de cibler l'interrogation sur des champs du texte intégral. Et c'est un enrichissement qui est produit par l'outil GrosBid. Également, des références bibliographiques structurées pour pouvoir mieux les exploiter. C'est un enrichissement qui est également produit par l'outil GrosBid. On a également une catégorisation des documents par domaine scientifique. C'est comme ça qu'on a pu voir tout à l'heure que dans le fond, on avait un certain nombre de documents en sciences physiques et de la santé. Donc on a deux méthodes de catégorisation. Une première fonctionne par appariement des ISSN des revues ISTEX avec les ISSN qui sont catégorisés dans les classifications WOS, Scopus et ScienceMetrics. Donc on va rechercher la catégorie associée à cette ISSN, on va l'attribuer à l'ISSN de la revue ISTEX, et ensuite tous les articles de la revue vont hériter de cette catégorie. Et on a également une autre méthode par apprentissage automatique, celle-ci, qui fonctionne plus sur des méthodes de fouille de texte, et qui, elle, fonctionne à partir de la classification Pascal-Francis contenue dans ces bases, et qui va permettre à chaque article d'aller lui attribuer une catégorie issue des codes de classement Pascal et Francis. Et donc la méthode, c'est bayésien naïf. On a également des données enrichies par une indexation automatique qui est produite par l'outil TIFT qui a été réalisé à l'INIST. Et enfin, un dernier enrichissement concerne la détection de 9 types d'entités nommées qui sont produites par l'outil Unitec. Donc vous avez là la liste des différents types d'entités reconnues. Donc là, en résumé, ce qu'il faut retenir d'ISTEX pour le TDM, ISTEX met à disposition des données et des services qui sont compatibles pour le TDM, car les données sont accessibles en un seul lieu pour de nombreuses sources. Elles sont interopérables parce qu'elles sont dans des formats homogénéisés et les données sont corrigées, et tout ça va permettre de faire moins de pré-traitement. Et les données sont également enrichies à travers de la réossérisation, comme on l'a vu, la structuration de texte, l'ajout de nouvelles métadonnées, pour permettre de rechercher et d'analyser plus facilement les documents. ISTEX, c'est également des millions de textes et de métadonnées qui sont téléchargeables en 3 clics. C'est des connexions vers des outils et des plateformes du monde académique. Donc pour l'instant, on a encore peu d'outils connectés, mais on travaille à élargir la palette de connexions. Et quelque chose de très important, c'est un cadre juridique sécurisé par une licence appropriée et déjà négociée. Donc en attendant l'application de la directive européenne qui pourra faire ça encore plus facilement. Et donc tout ça nous permet de réaliser, de faire de la fouille de texte en toute indépendance. Donc ISTEX est en évolution constante, le projet est terminé, mais des négociations avec des éditeurs se poursuivent et de nouveaux lots de documents sont régulièrement chargés, notamment des lots qui permettent d'augmenter la couverture scientifique en sciences humaines et sociales, grâce notamment aux achats dans le cadre du groupement Colexpercé, ou alors des lots qui permettent d'augmenter la couverture temporelle d'éditeurs déjà présents dans ISTEX, par l'ajout de nouvelles années. Par exemple, pour Elsevier, actuellement, les documents s'arrêtent à 2001 dans ISTEX, et là on est en train de charger les années 2002 à 2008, et ensuite on chargera les années de 2009 à 2012. Et pour EDP Sciences, on charge également les années plus récentes.
Tous les services dont je vous ai parlé sont accessibles depuis le site Istex, donc istex.fr. Et à savoir que ce site va bientôt changer d'aspect début 2022 pour améliorer son expérience utilisateur. Alors, on va poursuivre sur ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la constitution d'un corpus spécialisé à partir d'un cas d'usage. Donc, on va se mettre en situation. Pour avoir un corpus, il faut toujours savoir quel est le besoin. Donc là, le besoin, c'est un étudiant en musicologie qui fait un travail de recherche sur le compositeur Beethoven. Et donc son objectif, c'est de découvrir l'héritage musical de Beethoven à travers ce qui a été écrit sur lui dans les publications scientifiques. Donc ses premières pistes de résolution, après échange avec différents experts, c'est déjà de créer un corpus de musicologie sur Beethoven à partir des ressources Istex. Ensuite, ça peut être détecter des entités nommées spécifiques à la musicologie, telles que les noms de musiciens, d'instruments, d'opéra, de symphonies, etc. Et peut-être ensuite aligner ces entités avec un graphe de connaissances spécialisées en musicologie, comme Dorémus. Et ensuite, ça lui permettra de faire des recherches fines sur le contenu à travers peut-être des inférences ou d'autres méthodes. Donc là, notre méthodologie à nous, qui va nous occuper ici, va consister à constituer pour cet étudiant un corpus de publications sur le compositeur Beethoven parmi les ressources disponibles sur la base Istex. Et on va ensuite affiner ce corpus à l'aide d'outils propres à Istex en vue d'une exploitation en fouille de texte. Et à travers des outils de fouille de texte, il s'agira par la suite d'en extraire des connaissances, de dégager des informations de haute qualité qui sont difficiles à appréhender par la simple lecture des documents. Donc ici, on va construire un corpus sans connaître au préalable l'outil qui sera utilisé. Et on vous donnera quelques pistes en fonction de contraintes connues pour certains outils. Donc, on va suivre une stratégie itérative à l'aide de 3 outils. Le premier outil, c'est le démonstrateur de l'API Istex pour l'interrogation de la base et une première exploration des résultats. Ensuite, l'interface ISTEX-DL nous permettra d'extraire le corpus. Et enfin, l'outil LODEX nous permettra de naviguer dans le corpus et de procéder à une exploration plus poussée. Et cette exploration se fera en 2 phases. Une première phase qui se focalisera sur la pertinence scientifique et aboutira à un corpus V0. Et une deuxième phase qui optimisera l'exploitation TDM du corpus et aboutira à un corpus V1. Donc là, on embarque pour la phase 1 qui porte sur la pertinence scientifique. Donc là, je vais tout d'abord on va construire la requête avec le démonstrateur Istex et je vais vous faire une petite présentation de l'outil pour que vous familiarisez avec. Donc le démonstrateur Istex, c'est une interface à vocation pédagogique qui est branchée directement sur l'API Istex et qui permet de construire sa requête en mode simple ou avancé et de visualiser et filtrer ses résultats. Donc vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Les résultats sont représentés de la manière suivante. Donc pour chaque document qui est ramené par la requête, on a son titre qui est cliquable et qui permet d'accéder au PDF de l'article. On a son résumé lorsqu'il existe. Et on a ensuite le document qui est accessible sous différents formats. Et donc là, on a des icônes qui correspondent à tous les formats disponibles pour le texte intégral, pour les métadonnées et également parfois pour les annexes et les couvertures quand c'est mis à disposition par l'éditeur. Et on a également les enrichissements qui peuvent être consultables et tous les différents types d'enrichissements disponibles pour un document sont disponibles en format TEI.
Et sur la droite, vous voyez un certain nombre de petits tags qui donnent un accès rapide à différentes informations bibliographiques sur le document. Le démonstrateur permet également de filtrer les résultats au moyen de facettes. Donc là, la première facette qui s'affiche, c'est la facette corpus. Donc corpus, c'est pas apprendre dans le sens où on l'entend ici, dans le sens de constitution d'un ensemble de documents pour l'analyser. Ici, c'est apprendre dans le sens de collection d'éditeurs. D'ailleurs, vous voyez que les valeurs qui sont proposées pour cette facette sont bien des éditeurs scientifiques. Et donc, si vous cliquez sur le petit triangle à côté de corpus, vous accédez aux autres facettes qui sont proposées sur le démonstrateur. Donc, c'est un certain nombre de facettes qui sont prédéfinies. C'est les facettes les plus courantes qui vous permettent déjà de faire une première exploration de votre corpus. Le démonstrateur permet également de faire une recherche avancée en construisant une requête plus complexe et en accédant à un menu déroulant dans lequel on peut trouver tous les champs disponibles et interrogeables dans Listex. Et bien sûr, avec une documentation qui explique ces champs. Alors là, le démonstrateur va nous permettre de fournir une première réponse à notre cas d'usage en écrivant une équation qu'on va tester pas à pas et qui va utiliser un certain nombre d'opérateurs, d'astuces et de syntaxes qui sont utiles d'un point de vue pédagogique. Alors nous allons tout d'abord créer notre équation en ciblant la thématique et en recherchant sur le terme clé Beethoven. Donc cette recherche va être effectuée sur tout le document, comme on ne spécifie pas de champ. La recherche se fait sur les métadonnées, sur le texte intégral, sur les références bibliographiques, sur les enrichissements. Donc potentiellement, ça va ramener un peu de bruit. Et c'est une équation qui ramène 18 950 documents. Et que vous écriviez cette équation, donc ce mot avec un B majuscule ou un B minuscule, ça va ramener exactement le même nombre de résultats parce que le moteur est insensible à la casse. Et donc, si on analyse les résultats, donc j'ai retrouvé un document dont le titre commence par Beethoven's Birdstroke, donc qui suggère déjà une autre forme d'écriture de Beethoven avec une notion d'appartenance. Donc bien sûr, ce document est ramené parce qu'on a interrogé sur Beethoven, mais on peut se dire, potentiellement, on peut vouloir ramener des documents qui contiennent Beethoven *S, mais qui ne contiennent pas Beethoven tout seul. Donc pour ça, on va ouvrir notre requête pour faire une recherche sur des variantes. Et donc plutôt que lister toutes les formes de variantes, on va utiliser une troncature. Et donc là, la troncature va permettre, après l'étoile, de remplacer de 0 à n caractères et d'avoir des formes variantes. Et dans les petits encadrés bleus que vous trouvez en bas de toutes les pages pour construire l'équation, vous avez un lien vers les chapitres dédiés dans la documentation. Donc là, c'est une requête qui ramène 25 866, j'ai un peu du mal à voir sur l'écran, 26 866 résultats, et donc ce qui est beaucoup. Et si on regarde un petit peu plus en détail les résultats, je ne sais pas si ça s'ouvre, comme ça sera fait. Donc on peut faire des recherches dans le démonstrateur, on accède au document, mais pour accéder au PDF d'un document, il faut absolument s'authentifier. Bon, d'accord. En fait, je vois pas trop. Ah, voilà. Voilà, je voyais pas le clavier. Voilà, donc
si je recherche... Bon, là, il me fait une petite blague. Alors... Donc là, en fait, vous devez me croire sur parole, qui ne veut pas faire la recherche. Et il a en fait retrouvé dans un tableau un mot qui se termine par un mot Beethoven-Saal, donc qui indique un lieu. Et dans un autre document, j'ai trouvé également Beethoven, mais dans Beethovenstrasse, donc là dans les affiliations des auteurs. Donc là, je vais revenir à ma présentation, du coup. Voilà. Et donc, là, on se rend compte que la troncature avec l'étoile est trop large parce que ça ramène des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc, on va essayer de réduire un petit peu et d'éliminer le bruit pour le coup. Et donc, on va cibler la requête sur des éléments textuels plus précis, tels que des variantes. Donc là, on va utiliser l'opérateur booléen, tout simplement OR, où on va combiner les documents associés à chaque terme de recherche. Donc, si on n'utilise pas d'opérateur booléen et qu'on met les deux termes de recherche, l'espace entre les deux termes est considéré par défaut comme l'opérateur booléen OR. Donc, si des fois vous avez besoin de faire des requêtes ou avec deux termes qui doivent être recherchés côte à côte comme une expression, donc là, il faut absolument mettre des guillemets pour que cet espace soit bien considéré comme un espace. Et à noter également que les opérateurs booléens doivent être également écrits en majuscules pour ne pas les confondre avec les mots de la langue. Donc là, c'est une requête qui nous ramène 21 405 documents. Donc c'est un petit peu moins que la requête précédente, hein, où on avait plus de 25 000 documents. Mais ah oui. Et puis là, ce que je vous montre, c'est une autre forme d'écriture pour cette requête à l'aide d'expressions régulières. Donc là, les expressions régulières vont nous permettre de prendre en compte toutes les possibilités d'écriture d'un terme en ciblant des variantes spécifiques. Donc là, en l'occurrence, on n'a qu'une seule variante, mais quand on a des cas avec beaucoup de variantes, donc on écrit la chaîne de caractères commune et ensuite on cède de la syntaxe propre aux expressions régulières pour aller rechercher les caractères optionnels ou les caractères au choix. Donc là, on a ici entre deux barres obliques qui servent de délimitateur, donc la chaîne commune qui est Beethoven, et entre parenthèses suivie d'un point d'interrogation, on a donc la marque d'appartenance apostrophes qui est considérée comme optionnelle. Et c'est une requête qui ramène 21 405 documents, donc elle est strictement identique à la précédente, mais elle est un peu plus concise et je trouve un peu plus élégante. Et donc, qu'on écrive cette équation avec des expressions régulières ou avec des opérateurs booléens, on a vu que le nombre de documents a diminué, car l'équation cible deux formes de recherche. Mais 21 000 documents, c'est encore un volume important pour un corpus, et surtout que les documents ne concernent pas toujours le domaine de la musicologie. Alors, est-ce que je me risque à faire une petite démonstration dans le démonstrateur, ici, où est-il? Donc on va remettre notre requête. Voilà. Et donc, on va aller voir dans les facettes. On va prendre la catégorie Sciences Métrix. Donc, on a 190 catégories qui ont été attribuées à ces documents et qui représentent tous les niveaux de hiérarchie. Il y a 3 niveaux de hiérarchie différents. Et donc, si on balaye les valeurs, donc on se rend compte que les premières valeurs, elles sont plus que pertinente dans le cadre de notre corpus, mais si on descend un petit peu,
on trouve des valeurs comme Economics and Business, Physics and Astronomy. Donc là, on se dit qu'il y a quelque chose qui est anormal et il faut aller creuser un petit peu. Donc je suis allée creuser, j'ai regardé un certain nombre, comme on n'a pas trop le temps d'aller voir en détail, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de documents, comme par exemple celui-là, où on retrouve encore Beethoven dans une affiliation d'auteur, celui-là où on retrouve Beethoven dans des remerciements, mais c'est des remerciements à une personne qui s'appelle Beethoven, mais qui n'est pas le compositeur, et un document dans lequel on trouve Beethoven dans une référence bibliographique, mais comme c'est la seule occurrence de Beethoven, on ne sait pas si le document en lui-même est pertinent. Donc, en conclusion, on va affiner notre requête pour essayer d'avoir un corpus un peu plus pertinent en ciblant certains champs à valeur informative plus élevée. Donc là, on va cibler sur des champs titres, donc title, sur les champs abstract, le résumé, et le champ subject value qui représente les mots-clés d'auteur. Les mots-clés d'auteur, parce qu'on considère que c'est dans ces champs qu'on a le plus de chances de trouver une description de la problématique du document. Et donc on va donc à noter effectivement que chaque champ est introduit par 2 points et on ne factorise pas les champs. Si on veut rechercher la même valeur sur 3 champs, il faut écrire les 3 champs et un suivi de la valeur recherchée à chaque fois. Et donc là, c'est une requête qui nous ramène 511 documents. Donc là, du coup, c'est assez peu. On peut souhaiter disposer d'un corpus un peu plus volumineux, notamment pour pouvoir faire opérer des outils de fouille de texte qui ont besoin de matière pour pouvoir faire des analyses pertinentes. Donc là, on va élargir un peu notre équation sans trop générer de bruit. Donc, on va ici aller interroger en plus les enrichissements, tels que les entités nommées, par exemple nom de personnes, qui ont été retrouvés par Unitech. Donc là, le champ correspondant est name entities unitech.persname, et également le champ keyword pointif qui représente les mots-clés retrouvés automatiquement par TIFT. Et on va rechercher la valeur Beethoven dans ces champs. Et donc là, c'est une requête qui nous ramène 2960 documents. Donc on va, en analysant encore les résultats, on voit que, alors je vais pas récidiver, mais donc là, vous devez me faire confiance, dans les documents que j'ai retrouvés, on retrouve encore Beethoven dans des affiliations d'auteurs, alors qu'on vient de cibler notre requête sur des champs très très précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, comme on a ajouté des champs qui portent sur des enrichissements, Unitech et TIFT, en fait, sont des outils qui ont tourné sur la totalité des documents, donc les métadonnées, le texte intégral, les références bibliographiques, et potentiellement, ils ont pu détecter des mots-clés ou des entités nommées qui étaient contenues dans des champs qui sont moins pertinents, dans des parties du texte qui sont moins pertinentes. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'on va éliminer en fait les documents qui sont concernés. Donc on va prendre la requête précédente et on va on va ajouter des parenthèses pour délimiter la portée du critère suivant. Donc on va dire, tu prends toute la requête et au résultat de cette requête, tu vas éliminer grâce à l'opérateur l'opérateur note, tu vas éliminer tous les documents qui contiennent Beethoven dans les affiliations d'auteurs. Et donc là, on a une requête, on a un résultat de 2950 résultats. Et donc ça, c'est la requête. Voilà à quoi ressemble la requête à l'issue de l'utilisation du premier outil que je vous ai présenté.
Et donc, vous avez vu, ça correspond à un savant dosage entre la recherche, le fait de cibler la problématique, de limiter le bruit et le silence, et d'avoir également un corpus de taille plus ou moins raisonnable pour les traitements qui sont à venir. Et il existe, bon, je vous ai montré des syntaxes assez basiques, il existe d'autres syntaxes plus basiques à plus complexes pour justement trouver des variantes qui permettent d'éliminer le bruit et éviter le silence. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à consulter la documentation ISTEX pour vous aider dans cette démarche. Et donc là, cette requête, donc, il nous ramène 2950 résultats. Nous allons la mettre à l'épreuve d'une exploration plus poussée à l'aide de l'outil Lodex, après avoir téléchargé le corpus correspondant avec ISTEX-DL. Donc là, c'est là que je passe la parole à ma collègue Camille de Salabert pour la suite. Donc, comme Sabine l'a dit, désormais on dispose d'un corpus qui correspond à l'équation qui a été définie dans le démonstrateur, qui a, comme elle l'a dit plusieurs fois, une vocation pédagogique. Donc effectivement, vous, quand vous utiliserez ISTEX pour votre recherche, vous procéderez différemment, c'est évident. Et là, en fait, on veut explorer désormais ce corpus avec l'outil Lodex, et pour cela, on a besoin, dans un premier temps, de l'extraire avec ISTEX-DL. Donc, comme précédemment, on va vous faire une petite présentation rapide de l'outil ISTEX-DL, ISTEX-DL ou ISTEX-Download, dont le slogan promet en fait l'extraction facile et rapide d'un corpus de publication ISTEX. Et c'est effectivement l'ambition qui a présidé à la création de cet outil, puisque jusque-là, nous disposions de 3 outils, qui existent toujours, cela dit. 2 moissonneurs, que vous pouvez utiliser en ligne de commande, et la fonction extract, que vous pouvez paramétrer dans l'URL d'interrogation de l'API ISTEX. Mais vous vous rendez bien compte que si vous n'avez pas un tout petit bagage informatique, c'est pas forcément très simple à utiliser. Tout dépend de votre profil. Et donc, l'idée ici était vraiment de mettre à disposition une interface qui s'appuie d'ailleurs sur la fonction extract, mais pour que tout utilisateur désireux d'extraire un corpus de publication ISTEX puisse le faire avec un minimum de connaissances informatiques et puisse le faire de manière conviviale, rapidement, facilement et en masse. Et c'est d'ailleurs les derniers développements sur cet outil qui le permettent. ISTEX-DL dispose désormais également d'une version nomade, c'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser sur vos mobiles, tablettes ou smartphones, vous pouvez tout à fait le faire. Des tutoriels sont pratiquement finalisés, ils devraient sortir normalement à la fin de ce mois, et ils pourront vous permettre de découvrir l'outil dans toutes ses possibilités et ses subtilités. Pour accéder à ISTEX-DL, vous avez 2 options. Soit vous vous connectez au site ISTEX, www.istex.fr, qu'on a déjà vu, et dans la popine de service, en haut à droite, vous cliquez sur cette popine et puis vous cliquez sur l'icône télécharger. Ou bien vous allez directement à l'adresse de l'interface dl.istex.fr. L'interface se présente sous forme d'un formulaire en 3 étapes. Dans la première étape, vous allez définir votre requête et délimiter votre corpus. Dans la deuxième étape, vous allez sélectionner les types de fichiers et de formats que vous souhaitez extraire. Et la troisième étape est là pour vous permettre de lancer l'extraction de votre corpus après quelques paramétrages supplémentaires si besoin. Dans cette première étape de définition du corpus, vous avez 3 façons de construire votre corpus. Soit par équation booléenne, à l'aide d'opérateurs booléens donc, comme Sabine vous l'a déjà montré dans le démonstrateur, soit en utilisant une liste d'identifiants ARC. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un identifiant ARC. C'est un petit peu l'équivalent d'un DOI, donc une étiquette qui est attribuée à tous les documents ISTEX, qui permet de les identifier de manière unique et pérenne dans le temps. Et la troisième façon de
définir votre corpus, c'est d'utiliser un import de fichiers. Actuellement, les seuls types de fichiers qui sont exploitables par cette fonctionnalité, ce sont les fichiers .corpus, sur lesquels je reviendrai à la fin de ma présentation. Mais dans l'avenir, on espère pouvoir également exploiter des exports de gestionnaires de bibliographie comme Zotero, par exemple. À tout moment, dans l'interface, que ce soit ici dans l'étape 1, mais également après, vous avez des petits i pour vous donner un certain nombre d'informations. Quand vous avez défini votre corpus, va apparaître un échantillon de résultats pour vous permettre de vérifier la pertinence de votre corpus, si ça n'a pas déjà été fait dans le démonstrateur, par exemple. Et donc cet échantillon vous donne accès donc aux 6 premiers résultats, et pour chacun d'eux, au texte intégral, au format PDF, de chacun des résultats. Une fois que vous avez défini votre requête par l'un des 3 modes, on verra les 2 autres modes tout à l'heure et en quoi ils sont intéressants. Vous allez délimiter votre corpus, c'est-à-dire choisir le nombre de documents que vous souhaitez extraire, que ce soit la totalité ou une partie. Donc, à savoir que nous avons limité le téléchargement à 100 000 documents. Nous l'avons limité volontairement pour vous simplifier la vie, parce que les tests que nous avons faits en interne ont montré que pour télécharger 23 millions de fichiers de métadonnées au format JSON, qui est un format léger, cela avait pris 2 jours et demi. Et évidemment, plus vous téléchargez de documents, plus vous avez besoin d'espace disque à disposition. Donc on a estimé que 100 000, c'était déjà un beau volume. Néanmoins, si vous souhaitez absolument télécharger plus de 100 000 documents, si votre requête en ramène plus de 100 000 et que c'est ça que vous souhaitez, vous avez la possibilité d'utiliser les moissonneurs dont j'ai parlé tout à l'heure. On vous donnera des liens vers notre documentation où ils sont décrits. Ou alors, ce qu'on vous conseille, c'est de nous contacter et on vous accompagnera dans le paramétrage de la fonction extract dans l'URL, oui c'est ça, dans l'URL d'interrogation de l'API Istex. Vous avez également la possibilité, si vous choisissez finalement de n'extraire qu'une partie des résultats, de sélectionner un mode de tri des documents. Vous avez à disposition 3 modes de tri, 2 qui comportent un élément de pertinence, qui s'applique évidemment aux équations booléennes et pas aux identifiants, ni aux fichiers .corpus, vous verrez après pourquoi, et un mode de tri aléatoire qui peut être intéressant si vous voulez que votre échantillon de résultats soit représentatif de la diversité de ces mêmes résultats. Vient ensuite l'étape numéro 2 de sélection des fichiers et formats. Et là, 2 possibilités. Vous pouvez sélectionner automatiquement ces types de fichiers et de formats à partir du moment où votre outil a une passerelle qui est déjà établie avec l'application ISTEXDL. Ou alors, vous préférez choisir vous-même les types de fichiers et de formats, et dans ce cas, vous choisirez l'usage personnalisé. Voilà. Actuellement, la seule passerelle en fait qui existe avec ISTEXDL, c'est la passerelle avec l'outil Lodex. Mais là aussi, dans les développements à venir, il y aura d'autres outils. Ça pourra être Cortex comme Gargantex ou comme d'autres outils. Et donc, si par exemple ici vous sélectionnez l'usage Lodex, c'est l'outil ISTEXDL, l'application ISTEXDL, qui va choisir elle-même les fichiers et les formats qui sont seuls exploitables par Lodex. Et en revanche, si vous choisissez l'usage personnalisé, une deuxième fenêtre va s'ouvrir et vous pourrez choisir très finement les types de fichiers, de texte intégral ou métadonnées ou les enrichissements avec les types de formats qui vous intéressent en fonction de l'usage que vous souhaitez faire de votre corpus. Dans la 3e étape, comme je l'ai dit, il y a plusieurs options que vous pouvez sélectionner différemment de ce qui est proposé par défaut. Dans un premier temps, vous avez 2 formats d'archives, le format zip, qui est le format d'archives compressées le plus couramment utilisé, mais vous avez également le format TAR-GZ. Si vous travaillez sous Linux, vous êtes sans doute familier avec ce format.
Vous avez également la possibilité de choisir un taux de compression. Par défaut, c'est le taux de compression moyen qui a été choisi parce qu'on considère, en tout cas mes collègues informaticiens considèrent que c'est ce qui correspond à la majorité des cas. Mais si votre bande passante n'est pas très bonne, ou si vous avez un grand nombre de fichiers à extraire, vous pouvez choisir un taux de compression plus élevé. Bien évidemment, si c'est ce que vous faites, le temps de préparation de l'archive sera plus long et donc le téléchargement démarrera un peu plus avec un délai supplémentaire. Et puis en fonction du nombre de documents et des types de fichiers et de formats que vous allez vouloir extraire, il pourra y avoir un avertissement qui va se rajouter dans votre bouton télécharger si la taille qui est estimée dépasse 1 gigaoctet. Donc elle sera de couleur orange si ça dépasse 1 giga et de couleur rouge si ça dépasse 5 gigaoctets. Donc tout ça c'est dans la documentation, ne vous inquiétez pas, et dans les futurs tutoriels. Et là, à vous de voir si vous changez un paramétrage. Mais cela dit, si vous avez une très bonne bande passante et que vous n'avez pas de problème particulier d'espace de stockage, eh bien, vous pouvez lancer l'extraction telle qu'elle. Si vous faites l'extraction de texte intégral, une authentification par fédération d'identité vous sera demandée. Et Sabine vous a déjà fait une démonstration en direct juste avant moi. Et lorsque lorsque vous allez cliquer sur le bouton télécharger, il va y avoir un petit temps d'attente pour préparer cette archive. Et donc, vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et lorsque vous allez fermer cette fenêtre, en fait, votre formulaire sera complètement remis à zéro et un historique sera mis à jour. Parce que ISTEXDL propose dans un menu en bas d'écran des fonctionnalités supplémentaires pour vous aider à bien utiliser l'outil, et notamment une gomme, le bouton réinitialiser qui vous permet de remettre à zéro l'ensemble de votre formulaire, pas uniquement la requête, mais également un bouton récupérer, fort utile, j'en ai fait l'expérience, lorsque vous fermez par mégarde l'onglet actif, donc l'onglet dans lequel vous êtes en train de remplir votre formulaire, ou même le navigateur, à partir du moment où vous avez bien paramétré votre navigateur, et normalement, si tout est bien paramétré, vous devez pouvoir récupérer votre formulaire dans l'état où vous l'avez laissé. Vous avez également un bouton partager qui vous permet de partager votre corpus avec vos pairs ou toute personne avec qui vous souhaitez partager. Et puis ce bouton historique qui va conserver une trace de vos 30 derniers téléchargements et qui vous permettra à différentes actions, notamment de rejouer le passé. Et nous allons passer à la pratique avec l'extraction du corpus dans la version à laquelle nous sommes arrivés dans le démonstrateur, donc avec l'équation que Sabine a présentée. Et ce corpus, normalement, nous ramène 2950 documents. Donc, je passe ici, oui, dans l'interface ISTEXDL, telle qu'elle se présente à vous si vous vous connectez. Je vais récupérer mon équation. Voilà. Donc nous avons toujours le même nombre de documents, mes collègues n'ont pas fait de nouveaux chargements. Voilà. Vous voyez qu'un échantillon de résultats est apparu. Et si vous cliquez sur l'un d'eux, vous avez accès au PDF, donc au texte intégral. Donc vous pouvez voir si c'est bien ce que vous souhaitiez. Et ensuite, vous avez la possibilité d'effectuer de choisir un autre mode de tri. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant, donc comme je l'ai dit, si vous choisissez d'extraire un corpus plus réduit que ces 2950 résultats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cliquez par exemple ici sur le classement aléatoire, votre échantillon va se mettre à jour en fonction de ce nouveau mode de tri. Évidemment, si vous cliquez plusieurs fois, comme c'est aléatoire, l'échantillon sera différent à chaque fois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'explorer le corpus dans sa globalité dans l'ODEX, donc on va choisir la totalité des résultats. Et puis, on ne peut pas, comme vous le voyez, lancer le téléchargement. Ce bouton est inactif. Pourquoi?
parce que je n'ai pas fait encore de choix de fichier et de format. Donc, tant que votre formulaire n'est pas complété, vous ne pouvez pas lancer le téléchargement. Donc, moi, je sais que je veux lancer l'ODEX, je veux explorer mon corpus dans l'ODEX. C'est donc cet usage que je sélectionne. Étant donné la volumétrie des documents et le fait que, oui, ce que je n'ai pas montré, c'est que quand je sélectionne l'usage LODEX, si je vais à la fin de mon URL, j'ai ici, derrière la fonction extract, la réponse à la question quels ont été les types de fichiers et de formats qui ont été sélectionnés. Ce sont les métadonnées au format JSON. Et donc, comme j'ai uniquement un peu moins de 3000 documents et que c'est un format léger, je n'ai pas de problème particulier de taille d'archive, donc je choisis de conserver le taux de compression proposé par défaut. À savoir que pour l'ODEX, le seul format d'archive que vous pouvez exploiter actuellement, c'est le format zip. Donc c'est celui-là que je garde. Et je lance le téléchargement. Ah oui. Donc voilà, je peux enregistrer, si je le souhaite, mon corpus. Et donc là, je viens de fermer ma petite fenêtre d'attente. Et vous voyez que mon interface s'est complètement remise à zéro. En revanche, si j'ouvre mon historique, j'aurais dû supprimer les étapes précédentes, mais vous voyez qu'à la date d'aujourd'hui, j'ai la dernière extraction que j'ai faite, avec la possibilité donc de procéder à différentes actions qu'on va voir juste après. Je reviens à mes slides. Et donc maintenant, nous allons explorer ce corpus que je viens de télécharger dans l'ODEX. Qu'est-ce que l'ODEX? L'ODEX, c'est l'acronyme en fait de Linked Open Data Experiment. C'est un outil qui associe de la sémantisation à de la visualisation de données, qui est un outil qui a été développé au départ pour les besoins du projet ISTEX, mais qui est utilisable par tout un chacun, donc par vous si vous le souhaitez. C'est une application web dédiée à la valorisation des données structurées, et c'est une application open source, donc le dépôt GitHub est disponible à l'adresse qui s'affiche si vous souhaitez l'installer en local sur votre machine. L'ODEX permet un certain nombre d'actions. Il permet notamment de transformer des données en un site web, on va le voir juste après. Ces données importées peuvent être dans différents formats, du CSV, du TSV, de l'XML, du JSON. L'ODEX permet également d'explorer ces données, des données qui peuvent être d'ailleurs dans les toutes dernières versions enrichies. Une fois les données importées, on va avoir, on commence nous à le tester, on va avoir la possibilité d'enrichir certaines colonnes avec des programmes qui ont été développés notamment en interne, mais pas que. Et vous pouvez explorer ces données sur l'ensemble de votre corpus ou uniquement sur des publications particulières. À l'aide de graphiques, on va déterminer dans notre modélisation avec l'outil, mais également à l'aide de facettes qui vont permettre de filtrer ces données, et au travers de données complémentaires aux publications. Ces données complémentaires peuvent être issues d'enrichissements qui ont été faits en amont, et ça offre une nouvelle vision sur votre corpus. Et Sabine fera d'ailleurs une présentation d'un corpus qui s'appelle Animaliason, elle vous montrera à quoi ça ressemble. L'ODEX permet également d'aligner ces données avec des données similaires aux connexes issues d'autres réservoirs, mais également d'exporter ces données dans des formats classiques comme le CSV, mais également dans les formats du web sémantique comme les NQuad. Et enfin, l'ODEX permet d'attribuer des identifiants pérennes, les identifiants ARC dont on a déjà parlé, qui sont des identifiants pérennes, enfin c'est un système normalisé en fait, et vous pouvez attribuer à votre jeu de données ou à votre corpus un identifiant ARC, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs pour notre part lorsque nous mettons à disposition nos corpus. Si vous souhaitez en savoir plus sur, je vais fermer ça, l'application l'ODEX, vous avez une adresse ici qui vous donne plus d'informations. L'ODEX n'est pas nomade, puisqu'en fait c'est un outil qui permet de créer des sites web qui, eux, en revanche, le sont. Et donc, ils ont été étudiés pour être web responsive.
Et contrairement à ISTEXDL, les tutoriels LODEX sont déjà disponibles et dans des petites vidéos de quelques minutes, elles vous informent sur un point particulier de l'application. Puis bien sûr, il y a de la documentation également qui est disponible. Alors, quel est le principe de LODEX? J'imagine qu'il y a une majorité d'entre vous dans cette salle qui savent ce que sont des métadonnées, mais au cas où, on vous a mis une petite capture pour rappeler à ceux qui ne le sauraient pas ce que sont les métadonnées. Donc c'est ici par exemple les informations qui concernent une revue, c'est le titre de la publication, ce sont les noms d'auteurs et leurs affiliations, le résumé et les mots-clés d'auteur. Et en fait, le principe de LODEX, c'est justement d'importer un jeu de données qui va être structuré via les métadonnées. Dans LODEX, ces métadonnées étant issues des publications, s'en suivra une étape de transformation qui va transformer ces métadonnées en une sorte de tableau, comme on va le voir juste après. Et puis, on va créer un modèle ou réutiliser un modèle qui va nous permettre, notamment, comme je l'ai dit, d'afficher un certain nombre d'informations sur les publications ou sur le corpus en général et de définir des graphiques à partir d'un certain nombre de calculs. Et une fois qu'on aura lancé la publication, on obtiendra un site web qu'on peut, si on le souhaite, exposer sur le web sémantique à partir du moment où vous avez associé, adjoint une couche de sémantisation à vos données. Voici à quoi ressemble l'interface d'administration de LODEX, dans la dernière version d'ailleurs. Là, c'est lorsque nous arrivons sur une instance de LODEX qui est vide. Et donc la première action, évidemment, va être d'importer un fichier. Dans notre cas, il s'agit du zip du corpus qui a été extrait avec ISTEXDL. Et une fois que ce fichier a été déposé, vous sera demandé le choix d'un loader. Donc c'est ce loader, en fait, qui va parser les données et qui va les transformer. Et quand vous l'aurez sélectionné dans un menu déroulant, vous n'aurez plus qu'à importer votre fichier. Et donc l'écran suivant nous montre quel est le résultat de cet import. Donc vous voyez qu'ici, vous avez 2950 lignes chargées qui correspondent aux 2950 documents que nous avions dans notre corpus. Et également 61 colonnes chargées qui correspondent aux différents types de métadonnées que nous avons dans ISTEX. Et puis ici, un autre renseignement qui concerne des colonnes enrichies qui pour le moment ne sont pas renseignées puisque nous n'avons pas procédé à des enrichissements sur ces métadonnées. Vient ensuite l'étape de modélisation dans LODEX, donc au travers de cet onglet affichage. Comme je l'ai dit, soit en créant votre propre modèle, en utilisant ce bouton nouveau champ, soit en réutilisant un modèle avec ce bouton importer un modèle. Et lorsque, j'ai oublié de dire que vous pouvez appliquer un même modèle, donc d'où l'intérêt de la réutilisation, à différents jeux de données à partir du moment où ils partagent une structure identique. Et une fois que votre modèle a été importé, vous avez toujours la possibilité de l'adapter à vos propres données. Et puis, vous n'avez plus qu'à lancer la publication pour obtenir votre site web. Donc ici à gauche, je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, vous avez en fait, votre modèle concerne 3 pages. La page d'accueil, la page de ressources, c'est-à-dire des publications, et la page de graphique. J'attire votre attention là-dessus parce que c'est ce que vous allez retrouver une fois votre site web publié dans le menu du bas, avec l'accueil, les graphiques et cette petite icône recherche qui vous permet d'accéder à un volet dans lequel vous avez toutes vos publications. Passons à l'exploration dans LODEX. Donc nous sommes toujours dans la phase 1 qui concerne la pertinence scientifique et qui a été amorcée dans le démonstrateur par Sabine. Et maintenant que nous avons extrait notre corpus dans sa version V0, nous allons explorer un certain nombre d'items. Et donc pour cela, nous avons créé une instance, comme je l'ai dit, avec ce corpus TDM version V0. Et c'est vers cette instance que nous allons cliquer et à laquelle nous allons accéder. Donc la voici ici, déjà ouverte. Et donc vous voyez que vous avez dans cette page d'accueil, on retrouve ici le menu dont je vous ai parlé, un certain nombre d'informations qui concernent donc le corpus dans sa globalité avec un titre et un sous-titre.
Et puis ici, le nombre de documents, sans surprise de 2950, et puis des champs qui définissent ce corpus, qui le décrivent, notamment un objectif et des applications. Et ici, nous avons également choisi de décrire la méthode de constitution du corpus avec les critères qui ont été retenus et la requête qui a été utilisée. Requête que vous avez toujours la possibilité de rejouer. Et suit ensuite des champs qui sont plutôt là pour une réutilisation du corpus, avec un champ de citation et puis des mentions légales afférentes aux publications ISTEX. Et d'autres champs, et on voit que certains de ces champs n'ont pas été finalisés, puisqu'ici, en fait, on est dans une version de travail. C'est pas un site que l'on va publier sur le web. Enfin, qu'on va mettre à disposition de tout un chacun. Donc là, c'est une version juste pour nous. À savoir que, alors d'une part, je vous fais remarquer qu'il y a des informations de sémantisation qui ont été ajoutées à différents endroits, et que ce modèle que nous avons construit, qui est un modèle qu'on retrouve à peu près sur tous nos corpus, est fortement inspiré des champs que propose DataCite. Suit ensuite, dans cette partie, différents graphiques qui nous permettent de naviguer dans le contenu du corpus selon différents angles de vue. Et les premiers graphiques sur lesquels nous allons nous arrêter, ce sont ces deux graphiques. Le graphique qui concerne les termes d'indexation ou les termes extraits par l'outil TIFT, que Sabine a mentionné tout à l'heure. C'est un outil d'apprentissage non supervisé qui permet d'extraire les termes les plus représentatifs du contenu des documents. Pour le moment, c'est uniquement en langue anglaise. Et puis ce graphique qui représente les entités nommées de type nom de personne qui ont été extraits par Unitech. Autre outil également de fouille de texte. Et on voit qu'on a des bulles qui ont un diamètre proportionnel au nombre de fois où ce terme a été rencontré dans un document. Et quand on parcourt les différentes bulles, Dieu merci, nous avons des bulles qui sont relativement cohérentes avec la thématique qui nous intéresse, qui concerne plutôt des noms de personnes de musiciens. Et de même ici, finalement, quand on explore, on a des termes extraits qui sont relativement cohérents avec la musicologie. En revanche, si on s'arrête sur les mots-clés d'auteur, vous avez ici des bulles qui sont plus surprenantes. Alors, il y a ici une bulle avec un code PAX. Pour ceux qui connaissent la physique, ne seront pas étonnés de voir des codes de classification apparaître dans les mots-clés d'auteur. Mais nous avons également 3 bulles qui ont attiré notre regard. C'est le cas de la bulle Antarctique, de la bulle Mercury et de la bulle Astronomie. Et pour savoir quels sont les documents qui sont associés à ces mots-clés d'auteur, vous avez la possibilité d'utiliser le petit volet avec recherche. Quand je clique, j'ouvre donc ce volet avec l'ensemble des documents de ce corpus. Et ce sont des documents que je peux filtrer par différentes facettes que nous avons définies. Et j'ai notamment ici, je vais remonter, une facette qui concerne les mots-clés d'auteur. Vous pouvez trier pour toutes ces facettes. Vous avez la possibilité de trier sur le nombre de documents correspondant à chaque intitulé, par ordre croissant ou décroissant, et de même sur les libellés. Mais en ce qui me concerne, je vois tout de suite que j'ai accès aux mots-clés d'auteur qui m'intéressent, et donc ce sont ces mots-clés que je vais sélectionner. Voilà, et j'ai donc 6 documents qui comportent ces mots-clés d'auteur, ces 3 mots-clés d'auteur. Pour voir quels sont ces documents, j'ai la possibilité de cliquer sur chaque titre de publication pour accéder donc à la page qui a été définie dans le DEX pour chaque type de publication. Hein, je vous montre rapidement. Et vous avez la possibilité de naviguer grâce au chevron de publication en publication. Et si je veux savoir pourquoi Beethoven est ramené dans une publication qui visiblement n'a rien à voir avec de la musique, je peux cliquer sur le PDF. Alors là, vous aurez de nouveau une authentification qui vous sera demandée si ça n'a pas déjà été fait. Je l'ai déjà ouverte ici, et en fait, quand on a fait une recherche sur le terme Beethoven, on s'est rendu compte que Beethoven est un nom de toponyme. C'est un toponyme qui est attribué à un lieu dans la péninsule antarctique. Et d'ailleurs,
Je ne sais pas si vous le voyez, mais dans ce lieu, il y a énormément de non-musiciens qui ont été utilisés pour localiser différents lieux. Et en fait, quand on a exploré les résultats dans Listex plus largement, je parle, on s'est rendu compte que Beethoven avait été attribué à différents endroits sur notre planète, donc ici dans la péninsule antarctique, mais également dans l'océan Pacifique Nord, puisque c'est le nom d'une montagne sous-marine au nord de la dorsale hawaïenne, mais également sur la Lune et sur la planète Mercure. Beethoven a été attribué à un cratère d'impact à la surface de Mercure. Et donc, il va falloir procéder à un certain nombre d'affinements avec des critères pour exclure ces documents qui apportent un bruit qui n'est pas souhaité. Si je poursuis, alors je vais revenir à ma page d'accueil, si je poursuis l'exploration de ce corpus dans l'Odex avec d'autres graphiques, je vais cette fois m'intéresser aux catégories scientifiques, Science Metrics, Scopus et WOS, qui ont été attribuées aux documents. Alors ici, on n'a pas les catégories UNIST. Sabine a expliqué comment ces catégories étaient attribuées. En fait, elles le sont donc par apprentissage en utilisant les bases de données historiques de l'UNIST, qui sont les bases Pascal et Francis. Or, Francis n'indexait pas la musicologie, donc on n'avait quasiment aucune catégorie UNIST. Donc on n'a pas retenu ces catégories pour en faire un graphique. En revanche, pour ce qui est des catégories WOS, bon, je ne vais pas revenir sur le processus de catégorisation dans Listex, mais on voit en tout cas qu'on a un grand nombre de thématiques ici. Alors, j'ai toujours un peu des problèmes, voilà, qui sont, répartis autour de deux grands pôles, un pôle sciences et un pôle sciences sociales. Et c'est également ce qu'on retrouve avec les catégories Science Metrics et Scopus, qui sont, si vous les connaissez, des catégories scientifiques, des classifications scientifiques à 3 niveaux, dont on voit ici les 2 premiers niveaux, que vous pouvez zoomer en scrollant avec votre souris. Et en fait, on s'est rendu compte que pour ces 2 types de classification, tous les niveaux 1 de ces classifications étaient présents dans notre corpus. C'est vous dire le bruit. Et donc, par exemple, de préférence, on va utiliser la classification Science Metrics parce que Science Metrics a la particularité par rapport à Scopus de n'attribuer qu'une seule catégorie à une revue. Et c'est donc plus facile à interpréter comme graphique dans ce cas. C'est ce qu'on utilise en priorité. Et donc ici, si je zoome, je retrouve ici au niveau 2, que je peux ouvrir par un simple clic pour accéder au niveau 3, je retrouve effectivement des publications d'astronomie et également des publications de géophysique. Mais également, si j'explore un petit peu tous les différentes catégories, je retrouve une catégorie de niveau 3 musique qui comporte un très grand nombre de documents. Et en fait, il y a donc beaucoup de bruit apporté par des publications en petit nombre sur des catégories très diversifiées. Et il y a un gros volume de documents qui concernent quand même la musique. Et donc, on vous montrera tout à l'heure comment opérer un affinement pour limiter ce bruit. Un troisième graphique qu'il peut être intéressant d'explorer quand on s'intéresse à la pertinence scientifique d'un corpus, c'est le graphique qui concerne les titres de revue. Donc, on arrive à votre question de tout à l'heure. Donc, vous voyez ici ce graphique qui montre à peu près une quinzaine de revues présentées ici par ordre décroissant en nombre de documents, avec cette revue qui est prioritaire, Music and Letters. Or, si j'ouvre la facette correspondante, je me rends compte que j'ai 423 titres. Alors, pour savoir pourquoi, vous avez la possibilité de vous connecter en mode administrateur. Et si c'est ce que je fais, en fait, je l'étais déjà, si j'accède à ce mode administration, j'ai la possibilité, dans un fichage qui permet de définir le modèle que nous avons appliqué à nos données, d'aller dans la page de graphique et de regarder quel est le paramétrage qui a été appliqué aux revues. Et donc, c'est ce que je fais ici en cliquant sur cette petite icône avec une roue dentée. Et si je vais observer le point numéro 5, je remarque qu'il y a un seuil qui a été appliqué pour éviter d'avoir toute la liste des revues qui s'affiche. Néanmoins, si je supprime ce seuil et que je sauvegarde,
il va y avoir une republication automatique en tenant compte de ce nouveau paramètre. Voilà, un petit peu long à obtenir parce que le volume de document est quand même un petit peu conséquent. Mais en tout cas, ça nous évite dans ces dernières versions d'avoir nous-mêmes à dépublier et republier, et on a trouvé que c'était déjà beaucoup plus confortable que par le passé. Et si je retourne aux données publiées, et que je retrouve mon graphique titre de revue, vous avez cette fois la totalité des revues. Vous voyez pourquoi on a appliqué un seuil d'affichage. Parce que là, je ne suis pas encore au bout. Mais quoi qu'il en soit, même si j'aperçois ici et là des revues qui comportent le terme musique, donc qui semblent intéressantes, hein, j'en trouve un ici encore, je me rends compte que la majorité des documents sont bien dans les 15-20 premières revues de ce corpus. Et donc, on peut également utiliser ce graphique pour procéder à des affinements. C'est donc ce qu'on va faire. On va vous montrer comment faire en reprenant les slides. Quels sont donc les résultats qu'on peut tirer de cette première exploration dans l'ODEX? C'est d'une part que les graphiques qui représentent les termes extraits par TIFT et les entités nommées Unitec nous présentaient des termes cohérents avec la thématique. En revanche, pour les mots-clés d'auteur, on a remarqué qu'il y avait du bruit, et donc l'idée ici sera d'exclure ces mots-clés d'auteur indésirables. C'est ce qu'on vous propose ici en rajoutant ce morceau d'équation à l'équation que nous avions précédemment. Pour ce qui est des catégories scientifiques, on a vu qu'il y avait un bruit très important, avec une multidisciplinarité importante dans les 3 classifications. Et donc là, l'idée, c'est soit d'exclure les catégories hors sujet, mais là, il y en a quand même un grand nombre, soit de cibler les catégories qui nous paraissent pertinentes, qui semblent être la meilleure option. Et c'est donc ce qu'on vous propose, par exemple, de faire en ajoutant ce critère, qui ici utilise les catégories Science Metrics et Scopus uniquement, puisque dans WOS, en fait, il n'y a aucune catégorie musique. Et le graphique titre de revue nous a montré qu'il comportait 423 titres, si on affichait en totalité, que finalement, dans les 16 premières revues qui représentent 76% du volume du corpus, les 9 premières revues parlaient de musique, en fait, comportaient un mot relatif à la musique. Soit musique, soit opéra, soit tempo, avec différentes orthographes et variantes. Et donc, l'idée, ça pourrait être également de cibler les revues de musicologie en ajoutant ce critère qui s'affiche derrière moi. Donc finalement, par rapport à l'équation que nous avions obtenue dans le démonstrateur, quels sont les affinements que nous allons apporter désormais ici? Est-ce qu'on va exclure les mots-clés d'auteur, les catégories scientifiques qui ne nous intéressent pas et cibler les revues de musicologie? En fait, on va cibler les revues de musicologie. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ISTEX, il y a environ 70% des documents d'ISTEX qui ne comportent pas de mots-clés d'auteur. Donc, exclure certains mots-clés d'auteur, ça va certes enlever quelques documents indésirables, mais on ne va pas avoir un effet sur l'ensemble du corpus. Quant aux catégories scientifiques, il se trouve que du fait, notamment pour les catégories WOS, enfin pour tous les types de catégories en vérité, mais là, en ce qui concerne WOS, Scopus et Science Metrics, il y a certes une liste d'ISSN dans ces différentes classifications qui permet d'attribuer une ou plusieurs catégories à chaque ISSN, mais tous les ISSN d'ISTEX n'apparaissent pas dans ces différentes classifications. Donc nous avons des documents qui n'ont pas de classification de catégorie Scopus ou Science Metrics ou WOS. Et en fait, dans ISTEX, on a 26% des documents qui n'ont aucune catégorie Scopus. Scopus étant la classification la plus représentée dans ISTEX. Alors en revanche, évidemment, vous vous en doutez, toutes les publications ont forcément un titre de revue ou un titre d'ouvrage, et donc c'est pourquoi on vous propose plutôt de cibler les revues de musicologie. Et c'est donc ce que nous faisons ici, avec cette nouvelle équation. Passons à présent à la phase 2 de notre stratégie qui concerne l'exploitabilité en TDM. Nous allons procéder de nouveau à cette phase au travers des 3 mêmes outils, le démonstrateur, ISTEXDL et l'ODEX. Et cette fois, ce qui va nous intéresser, c'est dans le démonstrateur le nombre de mots du PDF
Et après avoir extrait le corpus dans sa version 1, nous nous intéresserons à des problématiques de PDF Images, à la présence ou non de résumés dans les documents, la problématique du multilinguisme, il y a une question tout à l'heure, je ne sais plus où, et à la problématique apportée aussi parfois par certains types de documents ou dates de publication. Et nous verrons également en quoi un nouvel indicateur que nous avons nommé TXT compatible TDM pouvait être intéressant pour obtenir un corpus qui soit aussi adapté que possible aux contraintes des outils de TDM. Pour connaître les contraintes de ces outils, Sabine va vous montrer à la fin de cette présentation un site web qui a été publié aujourd'hui même, qui vous permet d'explorer une liste d'outils libres en les filtrant par un certain nombre de critères, et notamment par exemple par les formats d'entrée qui sont requis par chacun de ces outils. Donc nous allons d'abord dans le démonstrateur et nous allons explorer la facette qualité. Donc le démonstrateur, Sabine vous l'a déjà montré. Et ici, je vais utiliser ma nouvelle équation qui a été affinée dans l'ODEX et qui me ramène désormais 2017 documents. Et donc la facette qualité qui m'intéresse est cachée ici, dans ce menu déroulant tout en bas. Elle comporte un certain nombre d'items, mais l'item qui m'intéresse, c'est le nombre de mots du PDF. Vous voyez que notre corpus comporte des documents qui ont entre 0 et 113 959 mots. Nous nous intéresserons au cas des PDF avec très peu de mots tout à l'heure. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les PDF avec un très grand nombre de mots. D'ailleurs, je peux faire glisser ce slider vers les valeurs supérieures. Et je vois que j'ai un document qui effectivement comporte 113 000, un peu plus de 113 000 mots, enfin même presque 114 000, qui est déjà ouvert ici, et je vois qu'il comporte 282 pages. Quel est le problème associé à ces documents avec un grand nombre de mots? Il peut y en avoir deux. D'une part, si l'outil de fouille que vous utilisez traite votre corpus non pas document par document, mais dans sa globalité, si vous avez dans votre corpus des documents avec une grande volumétrie, ça peut provoquer des phénomènes de saturation de mémoire, surtout si votre mémoire vive est limitée. Et d'autre part, il y a certains traitements en fouille de texte, comme par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, mais les topic modeling, qui sont une manière de détecter des sujets dans les documents, dans les différents documents. En fait, si vous avez dans votre corpus une grande disparité en volume de mots dans vos documents, et que vous avez quelques documents avec un grand nombre de mots, ça peut introduire des biais dans les résultats de votre analyse. Donc, c'est pas forcément souhaitable d'avoir quelques documents avec un grand nombre de mots. Donc là, ce qu'on vous propose, ça, évidemment, c'est vous qui voyez, hein, en fonction de ce que vous voulez faire de votre corpus, de ce que vous avez également comme contraintes techniques. Mais ce qu'on propose, c'est de se limiter à des documents avec un nombre de mots, on va dire, moyen. En tout cas, pas trop élevé. Donc, pour savoir où mettre la limite, on vous présente un autre graphique qui montre que la majorité des documents dans Istext, 89%, comportent un nombre de mots compris entre 100 et 10 000. Et donc, c'est cette limite qu'on vous propose d'appliquer à notre corpus. Alors, pour savoir si on se prive, en quelque sorte, des documents de plus de 10 000 mots, est-ce que ça va représenter un grand nombre de documents? On va ajouter à notre équation ce bout d'équation, ce critère. Et on voit qu'en fait, si on exclut les documents de plus de 10 000 mots, on va perdre 105 documents. Donc 105 documents par rapport aux 2017 documents de départ, c'est 5%. Pour nous, ça peut être une valeur acceptable, ça c'est à vous de vérifier. Et puis, bien sûr, cette limite de 10 000, qui est une limite un peu théorique, hein, là, je le redis, on vous donne des pistes, mais c'est à vous d'adapter à votre cas d'usage. Vous pouvez décider que certains documents de 12 000 mots vous intéressent et donc les conserver.
Mais en tout cas, c'est ce que nous retiendrons dans notre exploration. Et donc, quel enseignement tire-t-on de cette exploration dans le démonstrateur? C'est que nous avons des documents avec un très grand nombre de mots. Donc, j'ai montré un document de presque 114 000 mots qui représente 282 pages. Mais il y avait également un document de plus de 50 000 mots qui est déjà de 136 pages. C'est quand même déjà des gros volumes. Et donc, on a vu que pour 105 documents, nous étions au-delà de 10 000 mots, la limite que nous voulons appliquer. Donc, la solution qu'on vous propose, c'est de se limiter aux documents de moins de 10 000 mots. Et donc, dans votre équation, toujours à adapter en fonction de votre outil, de la façon dont il traite vos données et de la mémoire vive à disposition, vous pouvez ajouter ce critère pour vous limiter à cette limite de 10 000. Et donc l'affinement est celui-ci. Nous allons désormais extraire ce nouveau corpus. Bon, je ne vais pas vous refaire la démonstration, vous avez bien compris comment on faisait. Donc avec ces deux nouveaux critères, l'un issu de l'exploration dans le DEX et l'autre du démonstrateur. Et donc avec ces deux nouveaux critères, nous obtenons un corpus de 1912 documents. Et c'est désormais ce corpus qui va être exploré dans l'ODEX, dans sa version V1. Et donc, je me connecte désormais à ce nouveau site web qui a été publié avec l'ODEX, avec cette nouvelle version, avec cette nouvelle extraction d'un corpus. Donc, on est ici dans la version V1. On a nos 1912 documents. Au passage, nous avons mis à jour les critères et l'équation, bien sûr. Et puis, il y a quelques graphiques qui se sont mis à jour, en fait la totalité d'ailleurs. Voilà, mais nous allons explorer désormais d'autres graphiques. Et les graphiques ici qui m'intéressent sont ces deux premiers graphiques, PDF texte et présence d'un résumé. PDF texte, qu'est-ce que c'est? C'est un graphique qui se base sur les deux valeurs possibles pour un critère, PDF texte justement, qui nous permet d'indiquer si un PDF est plutôt de nature textuelle ou image. Ce critère PDF texte s'appuie en fait sur un critère qui, lui, ne calcule pas le nombre de mots du PDF, mais le nombre de mots par page. Parce qu'on s'est rendu compte au sein de l'équipe ISTEX que, en dessous d'un certain seuil, qu'on a évalué par expérience à 140 mots par page, on pouvait avoir affaire potentiellement à ce nous on appelle des PDF images. Alors, qu'est-ce qu'un PDF image? C'est par exemple ce document, qui a priori ici n'a rien d'exceptionnel. Néanmoins, si vous essayez de sélectionner le texte de ce document par un CTRL A, vous verrez que vous ne sélectionnez que les petites métadonnées ici en bas. Et c'est d'ailleurs ce qu'on constate ici, avec le format TXT directement issu du PDF, sans aucun traitement. Donc si l'outil que vous souhaitez utiliser par la suite pour faire de la fouille utilise comme format d'entrée le PDF, eh bien ces documents ne seront pas exploitables. Donc il y a différents outils qui utilisent le PDF en entrée, c'est le cas notamment de Grobit dont on a parlé tout à l'heure, c'est également le cas de Nouge, et également de RapidMiner ou d'autres outils qui ne me reviennent pas immédiatement. En général, la plupart des outils exploitent d'autres formats d'entrée, mais bon, voilà. C'est juste pour vous prévenir. Et donc, dans notre cas, je reviens sur le bon onglet, nous avons 13 documents, voilà, 13 documents pour lesquels nous avons une inquiétude. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que ensuite on retourne voir dans le démonstrateur. Pourquoi? Pour déjà s'assurer que les documents qui nous sont ramenés correspondent bien à des PDF images. Parfois, ce sont des textes très courts. Et puis l'autre chose, c'est qu'on veut également s'assurer que si on a une version TXT extrêmement pauvre, avec 9 mots, mais parfois on en a 0, il se peut qu'il y ait une version réossérisée qui existe également pour ces formats TXT. Et il se trouve que dans notre corpus, tous les PDF images ont une version TXT réossérisée. Et donc, si c'est ce format d'entrée dont vous avez besoin pour votre outil de fouille, lorsque vous allez extraire
votre corpus finalisé avec ISTEX-DL, vous n'aurez qu'à choisir TXT parce que ISTEX-DL va automatiquement sélectionner la version OCR si elle existe. Un autre graphique intéressant, c'est le graphique présence d'un résumé. Ce graphique est potentiellement intéressant d'ailleurs pour l'outil Gargantex, puisque Gargantex n'exploite que les métadonnées, donc les titres, les résumés, comme d'ailleurs un certain nombre d'outils de food. Il y a quand même un certain nombre d'outils qui ne traitent pas le texte intégral, et donc il peut être intéressant de savoir si dans notre corpus, nous avons beaucoup de documents sans résumé. Et il se trouve que dans notre corpus, précisément dans ce cas d'usage, nous avons un grand nombre de documents sans résumé. Donc à vous de voir, quand on a peu de documents sans résumé, on propose d'ajouter un critère pour éventuellement, si vous avez suffisamment de documents, pour exclure ces documents sans résumé. Un troisième graphique intéressant dans cette phase, c'est le graphique qui concerne les langues. Alors ici, il se trouve que mon graphique montre que tous les documents de ce corpus sont désormais en anglais. Mais en fait, si je vous l'avais montré dans la version V0, si je vais le rechercher ici, on voit que nous avions plusieurs langues, avec toujours ce fameux champ unknown qui correspond au champ non renseigné par l'éditeur. Mais nous avions au moins de l'anglais, du français et de l'allemand. Alors ça peut être certes intéressant, mais à ma connaissance, la plupart des outils ne traitent qu'une seule langue à la fois. Et donc il peut être intéressant dans un premier temps de sélectionner la langue majoritaire en ajoutant un critère à notre équation. L'autre graphique que je souhaite vous montrer, c'est le graphique qui concerne les types de documents. Vous voyez ici qu'on a différentes typologies, avec notamment des articles de recherche et des articles de synthèse, mais également une catégorie autre, avec quand même 427 documents. Autre, c'est un petit peu un fourre-tout, en quelque sorte, qui peut éventuellement poser problème. Donc, je vais sélectionner dans ma facette cette valeur et parcourir les résultats correspondants en cliquant ici. Et en fait, quand nous, on a exploré les documents qui portent cette catégorie autre, on a vu que qu'on avait par exemple des sommaires de revues, mais également des listes de contributeurs, des listes d'enregistrements qui ont été reçus ou des listes de livres. Et donc là aussi, ça peut générer des affinements à apporter à votre équation pour exclure ces documents. Là, j'attire votre attention sur le fait que soit on exclut directement cette catégorie autre, mais ça nous prive quand même d'un grand nombre d'articles, ou bien on essaye de l'associer à un autre élément. Et il se trouve que ici, vous voyez qu'il y a des titres de publications qui sont répétitifs, puisque ici, par exemple, il s'agit d'une liste de livres. Et donc, on vous montrera tout à l'heure comment procéder à l'affinement. Et puis, dans ces types de documents, il y a également une autre catégorie, lorsqu'on l'a explorée, qui pouvait poser un peu problème. C'est pas forcément toujours le cas, mais là, il se trouve que dans ce corpus, nous avons une catégorie Book Reviews qui pose problème. Problèmes qui sont d'ailleurs communs avec un autre graphique. Et donc, je vais vous montrer directement pour les dates de publication ce qu'il en est, puisque notre corpus, en fait, s'étale entre 1915 et 2012. Et en fait, j'imagine que vous avez l'expérience déjà des publications anciennes. Nous avons eu déjà ce problème sur d'autres corpus, avec des publications qui ressemblent, par exemple, alors attention, ne pas me tromper d'onglet, à ceci. Donc ici, c'est un document des années 20. Ce qui est assez courant dans ces années-là, c'est d'avoir des PDF avec des articles, mais qui sont en fait sous forme d'entrefilets. Et donc l'entrefilet qui vous intéresse est pollué en quelque sorte par
les articles précédents et suivants qui vont apporter du bruit qui sont pas forcément pertinents. Et donc quand on a exploré à la fois cette catégorie book reviews qui était également concernée et puis ces dates de publication un peu anciennes, on a trouvé ce cas de figure, mais également ici une publication qui est ramenée parce que en fait on trouve Beethoven à différents endroits dans de la publicité. Voilà. Et le troisième cas, c'est ce document qui est pertinent puisque bon, il s'agit de Mozart et qu'on trouve bien le terme Beethoven '(S) dans le corps du texte, mais qui est précédé par la fin de l'article précédent. Fin d'article précédent que je retrouve ici. Alors là, on est dans le cas de figure de certaines revues. Alors là, j'imagine que vous les connaissez dans vos domaines, où sur un même PDF, on a l'article qui nous intéresse, enfin un article, mais qui est précédé de l'article précédent et suivi de l'article suivant. Et il se trouve que ce document sur Scarlatti a été ramené parce que il est suivi tout à la fin, justement par cet article sur Mozart, dans lequel on a le terme Beethoven. Alors comment faire? Donc jusqu'à présent, on essayait de se débrouiller avec des combinaisons de critères. Mais désormais, dans Istext, nous avons un indicateur qui a été rajouté très récemment, il y a quelques mois, à l'automne, qui se nomme donc TXT compatible TDM. Donc tous les documents Istext n'ont pas été encore indexés par ce critère. Et ce critère, en fait, nous indique quels sont les documents qui possèdent une version TXT structurée et nettoyée. C'est-à-dire que ce sont des travaux qui sont issus des enrichissements apportés par Crobit, des enrichissements de structuration des documents, dans lequel la partie corps du texte, ce qui est compris entre l'introduction et la conclusion, a été structurée. Enfin, on dispose de la structuration, ce qui nous permet de cibler très finement les textes intéressants et pertinents. Et donc, je vous montre ici le document de tout à l'heure. C'est le document, alors attendez, j'essaie de vous retrouver, voilà, c'est ce document sur Mozart, qui était ramené, donc puisqu'on avait Beethoven, mais on avait ici la fin de l'article précédent avec Scarlatti, et désormais dans la version cleaned, la version nettoyée du TXT, Scarlatti est complètement absent. C'est-à-dire que désormais, on va pouvoir interroger sur le full text sans être pollué par ce qui précède ou par ce qui suit. Et de même, on va également pouvoir cibler dans notre équation les full text sans récupérer des documents comme celui que j'ai montré tout à l'heure. Je suis un peu perdue dans mes onglets. Mais voilà, ce document qui porte sur Scarlatti, qui était ramené parce que tout à la fin on avait Beethoven, eh bien celui-ci ne sera plus ramené. Et donc, l'autre avantage de ce travail de mise à disposition des TXT compatibles TDM, donc qui vous permettent en fait de cibler beaucoup plus finement votre recherche, c'est également que vous avez des TXT qui sont mieux exploités par vos outils de TDM. Donc par exemple ici on a un document qui comporte une partition, donc ça c'est le PDF, ici c'est le TXT, alors je ne suis pas positionnée, voici la partition telle qu'elle a été traduite par l'outil PDF to Text, voilà, ce qui peut amener quand même des perturbations dans vos traitements de fouilles de texte. Et voici désormais la version TXT nettoyée. Et donc cette fois, si je recherche Allegro, cette partition a complètement disparu. C'est-à-dire que la version TXT ne cible pas uniquement le texte intégral du document pertinent, mais va également, en fait, aura été nettoyée de toutes les figures, les tableaux et même les formules. Alors ici, on n'en a pas, évidemment, en musicologie, qui peuvent apporter des perturbations. Alors, en revanche, ces figures, ces tableaux, ces formules sont indexés dans l'API Istext, donc c'est pas perdu.
Alors, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de toute cette exploration en phase 2 dans l'index? C'est que nous avions un graphique PDF texte, pour résumer, dans lequel nous avions 13 documents, soit 1% en fait du volume du corpus, qui était potentiellement du PDF image. Et donc la solution, c'est que si votre outil utilise du PDF en entrée et uniquement du PDF, eh bien on vous conseille d'éliminer ces documents, puisqu'ils ne seront pas exploitables, si vous êtes assuré évidemment que ce sont des PDF images avant. En revanche, si vous avez besoin du format TXT et si vous disposez des versions réossérisées, à ce moment-là, vous n'avez rien à faire. Et donc, selon l'outil et le format utilisé, vous pouvez ajouter ce critère pour exclure ces PDF images. Le graphique présence d'un résumé et le graphique sur une langue nous ont montré un certain nombre de problématiques liées à ces deux points. Et donc, si vous avez besoin de vous limiter aux documents qui ne possèdent qu'un résumé, puisque votre outil traite les métadonnées, et si vous avez également besoin de vous limiter à une langue unique, nous, il se trouve que l'affinement porté précédemment a fait en sorte qu'on n'avait plus qu'une seule langue, mais c'est pas toujours le cas. Eh bien, vous aurez à ajouter ces deux critères à votre équation. Les graphiques type de documents, étape et date de publication nous ont montré un certain nombre de difficultés, soit des types de documents qui étaient indésirables, avec les sommaires, les listes de livres, etc., mais également la problématique liée aux articles contigus, qui sont source de bruit. Et donc l'idée, c'est d'éliminer ces documents en essayant quand même de combiner plusieurs critères, pour pas tout éliminer de manière un peu abrupte. Et donc là, vous pourriez ajouter ces critères. Et là, on voit que c'est quand même un petit peu compliqué. Mais grâce à ce dernier critère, ce dernier indicateur qui a été rajouté dans l'API Stex récemment, donc je répète, là vous avez vu que la majorité des documents de ce corpus avait déjà été indexés parce que nos collègues ont fait en sorte que ce soit le cas pour la présentation d'aujourd'hui. Mais les 23 millions de documents ne sont pas encore indexés dans leur totalité. Mais l'idée, en fait, ce serait à l'avenir de se limiter aux documents nettoyés pour cibler les documents pertinents d'une part et éviter le bruit et les éléments perturbants pour la fouille d'autre part. Et donc l'idée, c'est de rajouter ce critère TDM Ready avec la valeur True, mais également de rajouter cette expression régulière qui va interroger sur le full text. Et donc, ça va résoudre de manière beaucoup plus simple notre problématique précédente liée au type de document et aux dates de publication. Et à la place de cette équation, nous vous proposons cette équation beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'ici, on va éliminer les types de documents autres avec les titres que l'on a vu qui se répétaient, puisqu'on a finalement défini un critère qu'on pouvait combiner. Et pour toutes les problématiques d'articles contigus ou de publicité qui nous ramenaient des documents non pertinents, on vous propose ces critères. Donc notre équation finale, qui va être affinée avec tout ce qu'on vient de voir, va ressembler à celle-ci. Et donc, dans la suite, ce qu'on vous propose, c'est de télécharger le corpus finalisé avec ISTEX-DL en prenant en compte tous ces critères. En fait, pas tout à fait, parce que si on applique tous ces critères, eh bien, nous n'avons plus que 120 documents. Pourquoi? Parce que nous avons conservé l'idée de conserver justement les documents qui comportent un résumé. Donc, on va éliminer ce critère, et dans ce cas, nous aurons 1637 documents. Donc, on ne fait pas l'extraction, mais vous voyez l'idée. Et par la suite, vous n'aurez plus qu'à sélectionner soit l'outil s'il est déjà connecté à ISTEX-DL, l'outil que vous visez, soit s'il n'est pas encore connecté, à sélectionner votre format. À savoir que le format clean.txt n'est pas encore présent dans l'interface ISTEX-DL, mais il le sera prochainement. Voilà. Et pour finir, pour partager votre corpus avec vos pairs, vous avez deux solutions, puisque maintenant vous avez un corpus qui est finalisé. Alors évidemment, je vous conseille fortement d'aller au-delà de ce qu'on vous montre. Ici, c'est juste quelques pistes. Si vous souhaitez partager votre corpus dans une version actualisée, vous allez pouvoir le faire avant extraction en cliquant sur le bouton « Partager ». À ce moment-là, vous allez pouvoir copier l'URL qui correspond à l'interface ISTEX-DL remplie avec votre équation. Et vous envoyez en fait cette URL à votre correspondant, et celui-ci, lorsqu'il va le coller dans son navigateur,
va générer à nouveau l'application ISTEXDL avec votre équation. Ou bien, si vous avez oublié de le faire, vous pouvez toujours le faire a posteriori, après téléchargement, grâce à l'historique. Puisque ici, vous voyez qu'on retrouve la petite icône du lien partage. Donc, comme je viens de le dire, si vous le faites sous cette forme, vous partagez un corpus qui sera potentiellement avec un nombre de résultats différents. Donc, si vous voulez absolument que votre correspondant ait exactement le même corpus que vous, intervient à ce moment-là ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les identifiants ARC et les fichiers .corpus. Vous avez la possibilité de partager votre corpus à l'identique via les fichiers .corpus. Ces fichiers .corpus, vous les avez dans le zip qui est extrait d'ISTEXDL, après tous les fichiers que vous avez extraits. Ce fichier .corpus qui vous permet de référencer votre extraction et qui comporte, comme vous le voyez, une liste d'ARC qui correspondent aux identifiants des documents que vous avez extraits. Et donc, vous avez la possibilité d'envoyer ce fichier .corpus à votre correspondant et lui l'importera via la fonction import de fichier. Et dans ce cas, il va pouvoir générer votre corpus et le télécharger, ou bien vous le faites vous-même, vous faites cette manipulation. Et dans ce cas, une fois que votre import aura été finalisé et votre extraction faite, vous pourrez à nouveau, dans l'historique, accéder au partage. Et dans ce cas, le lien que vous allez copier et envoyer à votre correspondant va générer l'interface ISTEXDL, mais cette fois remplie avec la liste des identifiants ARC. Voilà, et je repasse la parole à Sabine, qui va vous parler des corpus prêts à l'emploi. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est les corpus qui ont été réalisés à l'INIST et qui sont prêts à l'emploi et mis à disposition sur data.istex. Alors data.istex, c'est un site qui vous permet d'avoir une autre vision sur les données ISTEX. Et vous pouvez accéder à ce site via la grille de services qui se trouve sur le site ISTEX. Et data.istex, en fait, vous permet de valoriser les données qui décrivent les documents ISTEX en mettant en avant leur potentiel, d'une part pour la fouille de données, à travers des exemples de corpus spécialisés qu'on a réalisés et qui répondent à différents cas d'usage, à travers l'exploitation des enrichissements qui proviennent eux-mêmes de traitements TDM, et en mettant en avant également leur potentiel pour le web de données. C'est-à-dire qu'on met à disposition des données qui sont produites et ou transformées à l'INIST selon les normes du web sémantique et qui sont interrogeables par notre Triple Store. Donc, une fois les corpus finalisés dans l'ODEX, donc nous, on les met à disposition de la communauté scientifique sur le site data.istex à travers deux rubriques. Donc, la rubrique corpus d'actualité, qui permet d'explorer le passé pour éclairer le présent, et dans laquelle vous pouvez retrouver un corpus sur le SRAS-MERS dans la collection Sciences de la santé, et un corpus sur l'apprentissage à distance et un autre sur les réfugiés dans la collection SHS. Et on a également une autre rubrique qui porte sur les corpus spécialisés et qui contient des collections de corpus destinés à la fouille de texte. Donc, selon différents cas d'usage, en systématique, en astrophysique, en orthophonie et sur Beethoven en l'occurrence. Et donc là, j'ai 3 exemples de corpus que je voulais vous montrer. Donc un corpus sur Beethoven, qui est un corpus thématique à visée pédagogique, qui illustre la méthodologie de constitution de corpus à partir d'un cas d'usage. Et donc là, le cas d'usage porte sur la collecte de textes sur Beethoven qu'on a réalisé à l'occasion du 250e anniversaire de sa naissance. Donc pour des applications potentielles qu'on a pu voir au préalable. Et c'est un corpus le corpus final regroupe 1800 documents en musicologie et est constitué en exploitant les enrichissements comme produits à l'INIST, comme Camille a pu vous le montrer. Donc, juste un petit focus sur les possibilités de navigation sur la page dédiée à ce corpus sur data.istex. Donc, les entités nommées nom de personne que vous avez pu voir avec Camille. Et également, si on clique sur un document en particulier, on a déjà la liste des noms de personnes qui ont été retrouvés dans ce document, mais on a également
un graphique qui nous permet de voir les publications associées, c'est-à-dire qui partagent, qui sont similaires par le fait qu'ils partagent plus ou moins les mêmes noms de personnes détectées dans le document. Et la méthode de constitution de ce corpus a en fait fait l'objet d'une démonstration à la conférence TALN 2020, et vous pouvez retrouver l'article correspondant dans les actes, ainsi que la vidéo de la démonstration sur YouTube, sur la chaîne ISTEX. Un deuxième exemple de corpus, c'est un corpus enrichi automatiquement par un outil de fouille de texte. Donc ça, c'est le corpus Animalia 100 qui regroupe 100 documents en zoologie et qui a été enrichi automatiquement par 3 outils qui ont détecté dans ce corpus des entités nommées scientifiques très très spécifiques, c'est-à-dire des noms d'espèces animales. Et à ces noms d'espèces, on a ajouté leur appartenance à leur classification systématique. Et les résultats de cette annotation ont été intégrés avant import dans l'ODEX pour ensuite mieux les visualiser. Et donc, ce qui nous permet de naviguer dans le règne animal au gré des espèces trouvées dans les textes, à travers un graphique hiérarchique. Et sur la fiche, pour chaque document, vous avez la liste des noms ici, des noms d'espèces trouvés dans le texte. Et en fait, pour chaque nom d'espèce, vous avez également une fiche récapitulative des informations que l'on a pu générer pour enrichir notre corpus. Et à noter que sur la page dédiée à ce corpus, dont vous avez l'adresse ici, et que vous pouvez retrouver facilement sur Data ISTEX, on met à disposition les annotations automatiques réalisées sous forme d'offset. Et c'est un corpus avec la méthodologie d'annotation automatique qui a été présenté à la conférence, qui a été accepté, soumis et accepté à la conférence LREC en 2020, mais conférence qui malheureusement n'a pas eu lieu. Mais vous pouvez retrouver l'article dans les actes. Et un troisième corpus, c'est un corpus Gold, qui a été enrichi manuellement pour tester des outils de reconnaissance d'entités nommées. Ce corpus s'appelle EN-ISTEX, comme entité nommée ISTEX, et regroupe 200 documents multidisciplinaires. C'est un corpus qui a fait l'objet d'une annotation manuelle avec des entités nommées, et c'est en fait les mêmes types d'entités nommées qui sont utilisées et qui sont détectées automatiquement par Unitech dans ISTEX. Et c'est un corpus qui est considéré comme gold standard parce que la fiabilité de ces annotations manuelles est mesurée par un accord interannotateur. Et donc là, comme le corpus précédent, les résultats de cette annotation ont été intégrés avant l'import dans l'ODEX, ce qui nous permet de mieux les visualiser. Et donc là, on peut aussi naviguer dans ces annotations manuelles au travers de différents graphiques à bulles, par exemple pour avoir une vue sur le corpus entier, ou à travers de listes pour une vue sur chaque document. Et le guide d'annotation et les annotations manuelles sous forme d'offset sont mis à disposition de la communauté scientifique sur la page d'accueil du corpus afin de procéder au test de la performance de ses propres outils. Et les travaux relatifs à la constitution et à la notation de ce corpus ont fait également l'objet d'un article et d'une démonstration présentée à la conférence TALN de cette année. Et donc, vous pouvez également retrouver l'article dans les actes et une vidéo sur la chaîne YouTube ISTEX bientôt. Tous les corpus scientifiques qui sont mis à disposition dans Data ISTEX peuvent être téléchargés pour une réutilisation ultérieure ou dans un autre cadre. Et donc pour cela, le bouton télécharger est disponible en cliquant sur le menu Voir plus, et il vous propose une passerelle directe avec ISTEXDL en envoyant dans l'interface de téléchargement la requête constituée des arcs correspondant au document du corpus concerné, donc pour un téléchargement du corpus à l'identique, comme Camille a pu vous le montrer par ailleurs.
ici, alors c'est plus de l'avant-première parce que le site sort aujourd'hui, mais on en parle, on est synchronisé avec l'histoire. Donc c'est un nouveau service qui est proposé par l'INIST, sous la forme d'un site qui propose un inventaire des outils de fouille de texte et qui permet d'avoir un panorama des outils libres et ainsi d'appréhender les contraintes associées à ces outils. Donc c'est un site qui a été développé par nos collègues du service TDM de l'INIST et il est créé avec l'ODEX et donc il permet une navigation et une exploration identiques que ce qu'on a pu vous montrer pour les corpus. Et on y retrouve un certain nombre des outils qui vont être présentés au cours de cette ANF. Et à venir, nos collègues préparent une version française de ce site avec une mise à jour de la liste existante. Ils vont ajouter également les outils payants. Et puis, bien sûr, c'est un site participatif. Donc, si vous constatez des oublis, des erreurs, n'hésitez pas à contacter l'équipe qui se fera une joie d'ajouter vos suggestions. Pour terminer, quelques liens utiles. Donc, pour retrouver, pardon, je suis allée trop vite, pour se connecter aux différents services associés à Istex, donc le site Istex, le démonstrateur, l'interface Istex-DL, le site Data Istex, les informations sur l'ODEX, le nouvel outil Explorer, TM Tools Explorer, et quelques adresses bien utiles également pour vérifier vos droits d'accès ou alors votre accès par fédération d'identité. Également quelques adresses pour trouver de la documentation, donc sur l'usage TDM d'Istex, sur l'API Istex, sur l'ODEX, et pour vous former au travers de différents tutoriels. Donc pour l'instant, des tutoriels sont à disposition sur l'API Istex et sur l'ODEX, mais dans un avenir très très proche, des tutoriels sur Istex-DL vous seront proposés. Et enfin, quelques adresses. Enfin, n'hésitez pas à suivre les dernières actualités d'Istex sur son blog à l'adresse qui est affichée ici. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur la plateforme Twitter. Et si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez contribuer à l'amélioration d'Istex, n'hésitez pas à utiliser le formulaire contact ou les différentes listes de diffusion mises à disposition. Voilà.